Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans On se dit tout, une émission très spéciale aujourd'hui. Nous allons passer en revue et en détail les 9 mois de grossesse avec leurs joies, leurs petits soucis, puis ensuite nous serons là pour accueillir ensemble bébé. Restez avec nous pour les détails, à tout de suite. La grossesse, une étape à surveiller et à accompagner. Eh bien, nous allons le faire avec différentes spécialistes. J'ai autour de moi deux femmes. Shaima Eslama, kinésithérapeute, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes spécialiste dans la préparation et l'accompagnement de la femme enceinte. Oui. Et puis, docteur Houda Fasla, bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être avec nous. Ravie. Vous êtes gynécologue. Tout à fait. Mesdames, merci beaucoup d'être là. Et puis ensuite, on va avoir un dossier spécial sur l'allaitement avec une consultante en allaitement maternel. Mariam El Hadioui sera là juste après. Voilà, donc on y va petit à petit pour ces 9 mois de gestation, d'amour et de tendresse, dans le meilleur des cas. D'abord, docteur Fasla, si vous le permettez, avant de tomber enceinte, quelle est l'importance même de préparer sa grossesse ? Donc, vous avez tout à fait raison d'évoquer le sujet, puisque c'est vraiment quelque chose de capital et fondamental. Le projet de naissance, un projet, en fait, c'est un projet de couple, et c'est quelque chose qui se prépare. Souvent, on a les couples qui se préparent par rapport à leur travail, par rapport à leur environnement, par rapport à leur logement, et on oublie souvent de se préparer sa santé physique et psychique. Et en un mot, pour faire court, il faut être en bonne santé pour se préparer justement pour le marathon des 9 mois de grossesse. C'est un marathon, c'est vrai, vous l'avez bien dit. Alors, se préparer pour accueillir bébé, autant pour la future maman que pour le futur papa ? Donc, tout à fait, c'est important autant pour le papa que pour la maman. On passe d'un statut d'enfant à un statut d'adulte, de parent. C'est important pour les deux conjoints parce que ça met en jeu la fertilité, donc parce qu'on parle de conception. Donc, parce que souvent, on pense à la santé de la future maman. Oui. C'est elle qui va s'occuper d'elle-même. Oui. Et le futur papa, eh bien, je ne sais pas, ce n'est pas un jugement, mais je ne dirais pas qu'il ne se sent pas concerné, mais puisque ce n'est pas son corps qui va porter ce bébé, eh bien, on va dire il va en prendre moins bien soin. Il va aussi vivre la grossesse avec sa femme autant que la femme elle-même. C'est un chamboulement pour toute la famille, dans le couple. Il faut porter quand même un peu d'attention à ce papa. On reproche souvent de ne pas être trop présent, mais peut-être qu'on ne leur accorde pas assez de temps aussi. Et l'implication aussi doit venir dès le départ. Dès le départ. On va le voir à travers le suivi. Shaima Eslama, vous êtes kinésithérapeute. Et notre squelette dans tout ça, on va dire, comment est-ce qu'on peut préparer son bassin à accueillir ce futur bébé, avant même sa conception ? D'accord. Alors, avant la conception, on ne peut pas vraiment faire grand-chose à part, comme elle l'a si bien dit, Dr Fasla, d'être en bonne santé, donc de faire une activité physique, d'avoir une bonne musculature. C'est important. Ça, c'est très important, bien sûr, puisque la grossesse, au fur et à mesure des trimestres, la patiente va devenir de plus en plus sédentaire. D'ailleurs, le dernier trimestre, elle ne bouge plus beaucoup, elle va fondre, ses muscles vont fondre. Et donc, du coup, c'est important d'avoir un capital musculaire dès le départ. Donc, c'est très, très important qu'elle ait une activité physique bien avant sa grossesse. Et puis, qu'elle puisse la continuer tout au long de la grossesse, bien sûr, avec le feu vert du médecin. Voilà, donc, le feu vert du médecin et du suivi de la kiné aussi. Oui. Alors, maintenant, vous avez une femme qui arrive chez vous, docteur, et qui a un retard de règles. Et donc, vous faites les examens et puis vous confirmez la grossesse. Quels sont ensuite ces examens complémentaires, ces analyses que vous allez lui demander ? Alors déjà, dans l'idéal, et ça, peu de personnes le savent, il faudrait faire une consultation préconceptionnelle. D'accord. Et souvent, quand on a déjà fait une consultation préconceptionnelle, ça nous évite un certain nombre de bilans à faire justement au premier trimestre. D'accord. Notamment en termes de sérologie, que ce soit la rubéole, la toxoplasmose, on a vérifié la vaccination, on a déjà traité ou accompagné des maladies chroniques, parce qu'il y a des maladies chroniques pour lesquelles on doit adapter la thérapeutique, qui doit être donc permise pendant la grossesse. Comme le diabète, l'hypertension. Tout à fait. J'insiste énormément. Les maladies rénales aussi. Tout à fait. J'insiste énormément sur les femmes diabétiques qui ont envie d'avoir un enfant. Eh bien, il faut absolument
que leur diabète soit équilibré depuis plusieurs mois. Et puis, deuxième chose importante par rapport à ces femmes-là, c'est qu'elles sont parfois sous comprimées, donc les antidiabétiques oraux. Et il va falloir switcher justement vers l'insuline qui ne passe pas la barrière fœto-placentaire. D'accord. Par exemple, les personnes qui ont une hypertension artérielle à la base, c'est des choses qu'il faut équilibrer. Il faut penser à aller voir un dentiste pour traiter ses caries, si on a un problème ophtalmo. Donc tout Pourquoi ça, c'est les des choses. caries, justement? Justement, parce qu'il y a des choses les caries, on peut les traiter pendant la grossesse, c'est faisable. Mais c'est-à-dire qu'il faut essayer d'éliminer tous les problèmes qui vont nous gêner pendant la grossesse. Et si donc tout ce qu'on peut guérir avant, vaut mieux s'en occuper avant d'avoir un bébé. Et pour éviter de prendre des médicaments. Pour éviter de prendre un médicament. Et justement, un message clé et très important, il faut éviter l'automédication. Pendant la grossesse, vous constatez, docteur, des femmes qui font de l'automédication? Ça arrive malheureusement. C'est souvent pour des choses, voilà, par exemple justement le mal de dos, une migraine, quelque chose qu'on a l'habitude de tous avoir un jour ou l'autre. C'est ça. Et on a tendance, voilà, par exemple, à prendre un anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire ne doit pas être pris pendant la grossesse. C'est mauvais. On peut avoir juste une fièvre, on a l'impression qu'on a juste une petite grippe, on ne fait pas attention, on a l'impression que c'est rien du tout, on prend un peu de paracétamol, alors que peut-être que ça cache autre chose. D'accord. Voilà, donc du coup, l'automédication, il faut mieux éviter, il faut avoir recours plutôt à son médecin et ne pas hésiter à consulter. Ok, bien sûr, si je peux rajouter quelque chose, même les pommades, il y a des pommades chauffantes qu'on utilise pour le bas du dos, pour les douleurs. Ça aussi, il y en a quelques-unes qui ne sont pas compatibles avec l'allaitement et avec la grossesse. Donc vraiment, toute automédication, il faut demander conseil à son médecin, c'est très très important. Donc que ce soit en comprimé, en crème, en application, il faut faire attention, il faut demander l'avis du médecin. Moi, vraiment, j'insiste beaucoup, je profite de l'émission pour sensibiliser les personnes par rapport à cette visite préconceptionnelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut préparer et beaucoup de problèmes qu'on peut éviter. J'en profite aussi pour parler du tabac et tout ce qui est toxique. De toute façon, le tabac est mauvais pour la santé. Quand on veut avoir un bébé, c'est une motivation supplémentaire pour arrêter la cigarette. Il faut vraiment faire arrêter la cigarette avant de tomber enceinte parce que les méfaits sont importants. Sur le bébé, on a un risque de retard de croissance, de mort fœtale, d'hématome rétroplacentaire. C'est des bébés qui vont faire des infections ORL après. Donc tout ça, ça se prépare avant. C'est des enfants qui seront plus fragiles? Plus fragiles. Ça, vous le constatez ou vraiment? Oui, quand même, malgré tout. C'est les pédiatres qui peuvent en parler un peu mieux. Mais nous, quand on fait notre suivi de grossesse, on fait un peu plus attention par rapport à ça. Et on a les échanges en fait en oxygène qui changent parce qu'il y a du monoxyde de carbone qui passe, la nicotine. Donc tout ça, voilà, c'est des choses on peut en discuter, on peut en parler, on peut se faire aider, on peut se faire accompagner justement pour gérer ce genre de situation. Alors, Shaima Eslama, tout ce qui est douleur, tiraillement de la grossesse, est-ce qu'une femme va ressentir ces choses-là dès le départ ? Dès le début, dès le premier trimestre? Plutôt vers le deuxième trimestre, 6e mois, 7e mois. Donc dès qu'elle commence à entamer le 3e trimestre, elle va commencer à sentir les gènes au niveau de son bassin, au niveau du dos. Mais le premier trimestre, il n'y a pas vraiment de gènes articulaires? Un petit peu articulaire, peut-être pas. C'est des douleurs ligamentaires en fait. Parce qu'en fait, il faut imaginer que l'utérus, il est amarré en fait en avant, sur les côtés et en arrière. Et ça tire. Et voilà, il commence à grossir, il prend un peu d'ampleur et les ligaments sont obligés de suivre. Donc ça tire un peu devant, ça tire un peu derrière. Et justement, comme on ne sent pas bébé bouger au départ, on ne sait pas s'il va bien ou pas. Donc du coup, on se pose des questions. Et pourquoi j'ai mal? Est-ce qu'il va bien? Et ces douleurs-là sont normales. Voilà. Est-ce qu'on peut les soulager? Justement, en kiné, on ne peut pas vraiment les voir vers le premier trimestre. C'est plutôt vers le 4e mois qu'on peut les voir. Mais la majorité de mes patientes viennent me voir vers le 6e, 7e mois. Donc vraiment dû à la pesanteur de l'utérus qui s'alourdit par rapport au dos, le bassin aussi qui s'élargit pour se préparer à l'accouchement. Donc c'est plutôt dans le tard qu'on les voit. Alors vous parliez tout à l'heure d'activité physique, bien avant de tomber enceinte, pour préparer justement sa sangle abdominale, son utérus, etc. Pendant le premier trimestre, est-ce qu'il est conseillé de continuer une activité physique, d'en faire, ou bien ce qu'on entend communément dans les discussions, on va dire, de salon, de femmes, c'est qu'attention au sport pendant le premier trimestre, il faut attendre
que le bébé s'accroche bien. Vous en pensez quoi, Cheyma? Et Euh, après, je donnerai la parole à Dr Fasla aussi par C'est rapport une vieille idée de dire aux femmes enceintes, ah non, reposez-vous, ne faites rien alors vous êtes enceinte, vous êtes fragile. Non, non, vraiment, elles peuvent continuer l'activité sportive si elles ont toujours fait de l'activité sportive, mais attention, ça doit être adapté. Donc ça ne doit pas être du kickboxing, ça ne doit pas être de la zumba. Si la dame ça doit pas continue, être violent. Ça ne doit pas être violent, voilà. Donc si elle fait par exemple du yoga depuis toujours ou de la natation depuis toujours, eh bien qu'elle continue. Bien sûr, maintenant, s'il y a une complication qui arrive, et bien sûr, le docteur en parlera plus en détail. Là, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait les mettre en repos, mais d'emblée, non, en fait. Elles peuvent continuer. Non. Elles peuvent continuer, il n'y a pas de Vous en pensez quoi, souci. docteur? Moi, je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas laisser ce temps au bébé de s'accrocher, de bien réussir cette nidation? Alors, l'essentiel, c'est de ne pas avoir une activité traumatique. Voilà, tout ce qui peut nous entraîner un traumatisme va être proscrit. Maintenant, si c'est une activité physique qui est douce, la natation, la marche, y a pas de courir, problème. non. Courir, on va plutôt éviter au départ. Courir, tennis. Voilà, tout ce qui est violent, à impact, on va éviter. Voilà. La natation, le yoga, c'est juste, c'est parfait en fait pour la grossesse, que ce soit pour le bébé ou pour la mère ou pour son périnée ou pour la musculature ou pour la respiration. Et tout ça, on va le gagner justement pour l'accouchement. Ok. Alors, maintenant, ce premier trimestre, c'est, on va dire, le trimestre de pas mal de maux, et notamment ces nausées, ces vomissements. Est-ce qu'il faut aider ces futures mamans ou bien, on va dire, 80% des femmes enceintes vont passer par ça, c'est normal de passer par là? Bien sûr qu'on peut les aider. C'est ce qu'on appelle les mots sympathiques, mais non sympathiques que le nom. Que le nom, absolument. Voilà. On peut avoir la chance d'avoir juste des nausées. On peut avoir la malchance d'avoir tous les mots sympathiques. Ça peut passer par les vomissements, par le pyrosis, donc les brûlures. On peut passer par la constipation, par l'hypersialorée. L'hypersialorée, c'est-à-dire? C'est l'hypersalivation. Voilà, l'hypersalivation. Il y a des choses qu'on peut traiter, il y a des choses qu'on peut malheureusement moins bien traiter, sauf par l'acupuncture, par un peu d'homéopathie. Ces perturbations et ces maux sympathiques de la grossesse sont dus essentiellement, on a un substratum, c'est les perturbations hormonales. C'est l'augmentation de taux de bêta-HCG, c'est la progestérone qui fait qu'on a un relâchement du sphincter de l'œsophage, un ralentissement du transit. Mais il y a aussi une part quand même psychosomatique. C'est vrai? Oui. En fait, quand on a par exemple des femmes qui font une grossesse nerveuse, donc en fait elles se pensent enceintes mais sans l'être, on a des signes sympathiques qui s'installent. Et inversement, quand on a des dénis de grossesse, on n'a aucun signe sympathique qui se passe. Donc il y a certainement une cause psychosomatique. Absolument. Certaines mamans sont aussi rassurées par ces signes. Ces signes sympathiques, c'est comme ça que vous les appelez, docteur? Certaines mamans sont rassurées de les avoir. Ça les rassure sur, on va dire, le vécu de la grossesse. C'est que leur bébé va bien et il est toujours là, même si on ne le sent pas, tout à fait. Mais moi, je pense que déjà, il y a le traitement, il y a les médicaments, mais il y a aussi beaucoup de communication. On doit en parler. C'est un fait heureux. C'est un moment de joie, ça présage de quelque chose de magnifique d'avoir un enfant, mais ce n'est pas toujours agréable d'être enceinte. Et on n'ose pas le dire. Merci beaucoup d'en parler, docteur, parce que ça lève le voile sur un tabou que vivent beaucoup de futures mamans. C'est qu'on part de la grossesse comme quelque chose, bien sûr, de miraculeux, bien sûr, de magnifique, son aboutissement, mais les 9 mois ne sont pas toujours agréables. Il faut oser le dire. Tout à fait. Il faut oser le dire. Il faut oser exprimer sa souffrance. En général, on pense à la mère, mais en parlant avec elle, on pense surtout à l'enfant. Donc, elle se sent un petit peu délaissée, un peu incomprise. En plus, on a des modifications de l'humeur. Vos patientes vous en parlent? Elles arrivent à s'ouvrir, parce que si on quand prend on vient le voir temps, un gynéco, c'est vraiment pour des questions techniques. Est-ce que tout va bien, les analyses sont bien, le suivi est bien? Mais le côté émotionnel, relationnel... Si on prend le temps, oui. Et le souci, c'est surtout, moi ce que je remarque, c'est chez une primipare, donc pour une première fois,
elles ont plus de facilité à en parler parce que c'est une première expérience et elles ne savent pas ce que c'est. Donc, quelque part, leurs questions sont légitimes. Okay. Mais on oublie souvent que les mamans qui vont avoir leur deuxième enfant, elles passent aussi par les mêmes souffrances. Et même peut-être un peu plus parce qu'on a la culpabilité de peut-être ne pas pouvoir s'occuper du grand ou de la grande, de ne pas pouvoir gérer les deux enfants. Elles rentrent dans une crainte, dans un stress. Et peut-être que tout ça engendre justement une accentuation de ces mots-là. De ces mots-là. Ouais. Alors, Chema Eslama, vous êtes spécialiste en préparation à l'accouchement. Mais avant de parler d'accouchement, est-ce que ces futures mamans vous parlent, échangent avec vous? Parce qu'en tant que kiné, on va dire que vous êtes dans la palpation, dans le toucher, dans l'échange physique. Est-ce qu'elles s'ouvrent à vous? Est-ce qu'elles vous parlent de leurs angoisses? Oui, complètement. Donc, en fait, quand on touche à la peau, que ce soit par exemple pour un massage, eh bien, on touche aussi à l'âme. Donc très vite, elles se mettent à se confier, à parler donc, de leurs craintes, de leurs bobos. Donc on peut les conseiller, on peut les rassurer. Et ça leur fait du bien aussi parce qu'on est quelque part une personne neutre et à qui elles peuvent vraiment s'ouvrir. Elles ne peuvent pas faire ça avec... mais en même temps une professionnelle. Une professionnelle, voilà, exactement. Elles ne peuvent pas faire ça avec leur maman ou avec leur sœur parce que très vite, bien sûr, il y a du jugement. Mais tu devrais être heureuse. Donc c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc elles sont très vite, elles culpabilisent très vite. Donc du coup, avec moi, durant nos séances, elles s'échangent facilement. Qu'est-ce qu'on vous rapporte le plus souvent? Qu'est-ce qui revient communément? Par exemple, comment je vais faire pour gérer ma carrière? Donc il y a des fois cette question-là. Est-ce que je vais être une bonne mère aussi? Est-ce que l'accouchement, ça ne va pas être douloureux? Donc très vite, elles parlent aussi de l'accouchement. Voilà, elles ont toutes ces questions-là, le mystère de l'après. Le mystère de l'après, voilà, c'est ça elles discutent plutôt de ça. Donc du coup, on essaie un petit peu de les rassurer, de trouver les mots justes. Aussi en préparation à l'accouchement, donc lorsque je donne des cours, comme elles sont en groupe, le fait qu'elles échangent entre elles, elles se rendent compte que tiens, il y a quelqu'un d'autre qui vit exactement la même chose que moi. Et du coup, ça temporise un peu, elles arrivent à relativiser. Et puis elles échangent aussi entre elles, puis elles se donnent des conseils. Puis après, ça va parfois au buffet de naissance. Des fois, on sort un petit peu de la grossesse, elles parlent d'autres choses, elles se changent des bons plans. C'est comme un groupe de parole en fait. Un groupe de parole, exactement. Alors, le deuxième trimestre est marqué par quoi, docteur Fasla? Alors déjà, le deuxième trimestre est marqué par un retour de la bonne forme. On est bien, on se sent mieux, on retrouve de l'appétit, notre ventre s'arrondit et on se voit enceinte. Et surtout, on sent le bébé qui bouge. C'est ça. Donc, c'est un trimestre qui est beaucoup plus agréable. Mais il nécessite un suivi aussi assez particulier. Et c'est dans ce trimestre-là, en fait, où on va s'attarder à rechercher les pathologies spécifiques de la grossesse. D'accord. Voilà. Par exemple, diabète gestationnel, prééclampsie, hypertension artérielle gravidique, qu'on doit rechercher donc, à partir de 20 semaines, faire éventuellement un bilan sanguin pour rechercher le diabète gestationnel en fonction des facteurs de risque. Et c'est marqué aussi par l'écho morphologique qu'on fait donc à 22 semaines où on recherche donc les malformations du bébé. C'est quand même un trimestre assez angoissant pour les futurs parents. Puisqu'on va en fait fouiller un peu plus dans cette grossesse. C'est-à-dire que là, ça se concrétise. On a notre ventre qui s'arrondit, on est obligé de changer de garde-robe, on a notre corps qui change. Et les craintes commencent. Les craintes, est-ce que je vais savoir gérer? Est-ce que je vais pouvoir accoucher? Comment je vais m'occuper de mon bébé? Donc les craintes commencent. C'est plus marqué surtout vers la fin. Parce qu'en fait, cette femme, elle est sortie de 3 mois où elle n'était pas vraiment en forme, où elle revit un petit peu, donc elle se sent pleine d'énergie, elle a envie de faire plein de choses, reprendre une vie normale. Lorsque les signes sympathiques ne traînent pas. Parce qu'il arrive qu'ils durent jusqu'à la fin de la grossesse. C'est plus rare quand même. C'est plus rare. Heureusement d'ailleurs, c'est en général vers la fin du 3e mois, en général, on est bien. Alors, cette fameuse activité physique, on voit souvent les femmes avec le petit ventre rond marcher. C'est pas au 2e trimestre qu'il faut la commencer. Vraiment, cette marche... Elle peut accentuer un petit peu plus son activité si elle veut, mais sinon elle peut la démarrer dès le premier trimestre. Il n'y a aucun souci. Hein. Mais le premier trimestre, c'est plus de la balade.
Oui, voilà. Plus qu'une activité intense. Voilà, exactement. Elle peut aller petit à petit. En fait, si on veut, quelqu'un qui a fait une activité depuis toujours, avant sa grossesse, elle peut maintenir un certain rythme. Bien sûr, avec le premier trimestre, elle va se sentir fatiguée, il va y avoir tous ces petits bobos de la grossesse. Puis après, elle pourra reprendre son rythme. Quelqu'un qui se décide de commencer une activité physique dès qu'elle sait qu'elle est enceinte, eh bien, elle peut commencer, mais petit à petit. Imaginons qu'elle a envie de faire de la marche. Elle commence peut-être avec une fois par semaine, 15 minutes, puis après 2 fois par semaine, 15 minutes, puis par la suite 2 fois par semaine, 30 minutes. Elle va augmenter petit à petit sa durée, sa fréquence. Donc il n'y a pas de souci d'accentuer par la suite. Et puis après, c'est recommandé au troisième trimestre, vers la fin. Mais ça fait partie d'un accompagnement pendant cette période de grossesse, c'est-à-dire la préparation à l'accouchement, ça commence vers la fin du 2e trimestre? Oui, voilà, c'est ça. Vers le 6e mois, 7e mois, elles peuvent commencer, elles peuvent venir voir la personne qui est spécialisée en périnatalité pour chercher l'information sur l'accouchement, sur le postpartum. Qu'est-ce qu'elle demande en général pour cette préparation à l'accouchement? Qu'est-ce qui interpelle le plus? Alors c'est vrai que moi, mon programme, c'est plutôt un cheminement mental et physique, parce qu'on a tellement de fausses croyances sur l'accouchement, de fausses idées. Donc moi, mon but, c'est vraiment de casser un petit peu ces idées qu'elles ont eues depuis toujours, depuis qu'elles sont petites. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai peur, je ne sais pas comment faire. Voilà, c'est ça. J'ai peur de retenir le bébé dans le ventre. Voilà, la première chose qu'elle dit, c'est qu'on m'explique comment respirer, voilà. Et alors, très vite, on calme et on dit. On va peut-être d'abord parler un petit peu de ce que c'est que le bassin, ce que c'est que le périnée, à quoi servent tes hormones là pendant la grossesse. Donc on essaye un petit peu de lui expliquer son corps, voilà, qu'elle ne connaît pas. Parce qu'en fait, je rebondis vraiment sur ce que vous êtes en train de dire, parce que dans la tête des futures mamans, la préparation à la grossesse, c'est surtout à l'accouchement, c'est des exercices physiques. C'est ça. Alors qu'il y a une grosse part de compréhension. On doit comprendre notre corps, on doit comprendre ce que c'est qu'un utérus, on doit savoir à quoi il sert, on doit savoir ce que c'est le diaphragme, où est-ce qu'il se situe. Quand on respire, ce diaphragme bouge. On doit savoir, pour imaginer en fait la contraction, la poussée, comment ça se passe à l'intérieur. C'est un peu de la sophrologie en fait. Et donc le fait de visualiser, ça aide beaucoup et ça fait partie de la préparation à la grossesse. Il n'y a pas juste apprenez-moi à respirer, apprenez-moi à pousser. Une grosse partie, c'est dans la compréhension. On vous pose la question, docteur, comment je vais respirer pendant le jour de l'accouchement? En fait, moi, ce que je fais, c'est que dès le départ, en fait, je leur explique ce que c'est un utérus, je leur montre comment il évolue, comment il grandit. Quand on fait notre palpation, quand on mesure notre hauteur utérine, je les fais participer. Je leur dis touchez votre ventre, votre utérus est à ce niveau. On s'aide de schémas. Pour qu'on puisse, que ce soit dans une dynamique, qu'elle ne soit pas juste spectatrice de sa grossesse et donc spectatrice de son accouchement par la suite. Et ça les rassure quand vous leur dites stop, d'abord on va parler anatomie avant de parler respiration? Bien sûr, parce qu'elles se rendent compte qu'elles avaient pas mal d'interrogations, mais qu'elles ont tout simplement zappé tout ça. Et elles sont très, très intéressées. Et d'ailleurs, dans mon programme, c'est mon premier cours. On va parler du bassin, on va parler du dos de la femme enceinte, parce que c'est important de leur donner des petits conseils pour gérer les douleurs. On va parler de la bobologie de la grossesse, donc tous ces petits bobos dont on a parlé, les jambes lourdes, la constipation, toutes ces choses-là qu'on peut avoir pendant la grossesse et comment on peut les gérer. Et c'est dû à quoi? Oui, c'est le bébé qui grandit, c'est aussi dû aux hormones de grossesse. Et puis on va aussi quand parler... elles ressentent, elles comprennent en fait l'origine. Exactement, elles comprennent l'origine, donc déjà elles sont beaucoup plus rassurées. Elles se disent, tiens, c'est normal. C'est normal. Voilà, on ne va pas appeler le gynéco pour une petite manifestation, quoi. Donc ça y est, elle relativise aussi par rapport à ça. On parle du périnée. C'est quoi le périnée? À quoi il sert pendant l'accouchement? Tiens, voilà, il va servir au réflexe expulsif, ça va t'aider à pousser si tu n'as pas de péridurale. On explique vraiment tout ça. Le travail à l'accouchement, donc comment ça va commencer, c'est quoi une contraction. Donc même s'il y a une grande part de mystère, déjà, elles arrivent plus ou moins à imaginer. Déjà, elles arrivent par les explications, vraiment, il y a déjà une part de mystère qui disparaît. Alors, cette préparation à l'accouchement passe aussi par une préparation technique et gestuelle. Notre équipe est venue dans votre centre pour réaliser un reportage. Je vous propose d'abord de marquer une courte pause, de revenir sur le plateau pour accueillir à nouveau nos téléspectateurs et de lancer le reportage. On y va, mesdames? Parfait. Merci à vous. Restez avec nous sur Média TV. Une courte pause, vous l'avez compris. Et nous revenons pour ce suivi et l'accueil de ce futur bébé. À tout de suite.
La grossesse, une étape de la vie à bien préparer et à bien surveiller pour que ces 9 mois de gestation se passent au mieux. Et on en parle tout de suite sur le plateau de l'émission avec 2 spécialistes. Houda Fasla, docteur, gynécologue, merci beaucoup d'être là. Et Shema Eslama, kinésithérapeute, et vous êtes également spécialisée dans la préparation à l'accouchement. Justement, notre équipe est venue vous rencontrer, est venue à votre centre et a rencontré notre spécialiste de la préparation à l'accouchement. Vous l'avez dit tout à l'heure, tout n'est pas que gestes techniques et respiration. Exactement. Ça fait partie bien sûr de la préparation et c'est ce que nous allons tout de suite suivre dans ce reportage réalisé par nos équipes. 2 simples exercices mais qui peuvent faire toute la différence. Sarah en a conscience, cette future maman enceinte de 7 mois en est à sa 3e séance d'exercices prénataux. Zahra, accompagnante à la naissance, l'assiste dans son cabinet. L'objectif est de préparer la future maman à accoucher dans les meilleures conditions possibles. Le but est vraiment de faciliter la naissance et permettre aux femmes d'être actrices de leur accouchement et non pas observatrices. Parce qu'après, il ne suffit pas que la mère et le bébé survivent. Il faut aussi que la femme garde un bon souvenir de son accouchement. Il faut que son accouchement fasse d'elle une personne plus forte, une personne plus confiante. Je suis des cours de préparation à l'accouchement pour accueillir mon 2e bébé. Et je vois que c'est très important de préparer son accouchement pour soulager les contractions pendant le travail et accueillir le bébé dans les meilleures conditions naturelles possibles. Dépassé le stade de l'accouchement, les mamans éprouvent souvent une grande fatigue. Ces spécialistes offrent alors une large gamme d'exercices pour les aider à récupérer plus rapidement. Je vois les femmes après leur accouchement pour pouvoir faire leur rééducation abdominopelvienne. Cette rééducation consiste à... Séances de yoga, cours d'accouchement, gymnastique aquatique, tant d'exercices prénataux qui séduisent de plus en plus les futures mamans. Ces dernières devront débourser pour chaque séance entre 200 et 500 dirhams. Rappelons que ces séances demeurent à l'heure actuelle non remboursables. Alors, mesdames, donc cette préparation à l'accouchement, ça passe, ou ce suivi de l'accouchement, ça passe bien sûr par le suivi chez le gynécologue, par la préparation à l'accouchement et par ensuite l'accompagnement de ces mamans après l'accouchement, l'accompagnement du périnée. On en avait déjà parlé avec vous, Shema Eslama, sur ce même plateau. Alors, ce qui m'a fait plaisir, moi aussi, dans ce reportage, c'est de voir que cette future maman, eh bien, était en train de faire une préparation pour son 2e accouchement. C'est important aussi, ça. C'est pas parce qu'on a eu un bébé qu'on est experte en grossesse et en accouchement. C'est bien ça. Oui, exactement. Moi, j'ai souvent des mamans qui viennent pour leur 2e grossesse parce qu'elles veulent que les choses se passent autrement qu'au premier. Il y a eu des manquements et donc du coup elles veulent les combler avec le 2e bébé. Certains souhaits, voilà, certaines choses qu'elles veulent discuter avec les gynécos et donc elles viennent à l'information. Par exemple, bah, tiens, j'ai envie cette fois-ci de pouvoir bouger pendant mon travail. On ne m'a pas laissé bouger pendant le premier bébé, on m'a laissé dans le lit. Donc du coup je voudrais avoir plus de confort pour le 2e. Donc du coup on essaie de leur donner des informations pour qu'elles puissent après le mettre dans un projet de naissance, qu'elles puissent le soumettre avec le gynéco. Et bien sûr, que le gynéco aussi soit sensibilisé à ces méthodes d'accouchement. Parce que vous dites, on m'a laissé dans un lit pour le travail, mais la plupart des accouchements se passent comme ça, non? Oui. C'est ça, docteur, la grande majorité se passe en position gynécologique, mais il faut savoir que ce n'est pas la seule position qui permet d'accoucher. C'est ça. Voilà. Parce que quand on parle de projet d'accouchement, c'est, on va dire, main dans la main avec son gynécologue. Tout à fait. C'est un projet qui s'écrit, qui se modifie au cours de notre grossesse. Il ne faut pas voir ça comme un projet que je dois absolument accomplir et réaliser. On fait ce qu'on peut le jour de l'accouchement. C'est un idéal, on va dire. Mais malheureusement, il y a des choses, c'est l'obstétrique. Il y a des choses, des fois, qui dérapent. Voilà, exactement. Voilà, on a envie d'accoucher peut-être par voie basse, mais malheureusement, les choses ne passent pas aussi bien. Donc, on passe par une césarienne. On n'a peut-être pas envie d'avoir une péridurale pour accoucher. On a envie de sentir les contractions, le passage du bébé. Vous avez des mamans qui demandent ça, ressentir les contractions, les douleurs? Il y en a, de plus en plus d'ailleurs. Mais il faut savoir que maintenant, la péridurale a beaucoup évolué. Qu'avant, c'est vrai qu'on avait, c'était
largement dosé en fait, et la femme ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus marcher, ne sentait plus les contractions, limite n'arrivait plus à savoir quand pousser. Maintenant, les choses, et voilà, les doses sont réduites, c'est une technique qui est extrêmement bien ficelée, donc c'est vraiment un luxe et un plus qui peut beaucoup aider les femmes. Elles ressentent leur accouchement sans avoir mal. Et puis j'aimerais ajouter aussi qu'on ne sait pas en fait si on souhaite cette péridurale ou pas. Au début, on est confiant, on se dit voilà, on la veut pas. Maintenant, nous, en tant que préparateurs à cet accouchement, on leur donne pas mal d'outils naturels. Maintenant, on n'est pas complètement contre cette péridurale, ça aide tellement et on leur dit des voilà. outils naturels comme quoi, dites-moi. Alors la respiration. Finalement, cette respiration. C'est de respiration parce que la dame, elle va s'intéresser à autre chose qu'à ses contractions. Donc en fait, c'est dévier la douleur. On triche un petit peu. C'est ça. On va leur dire. Comment je vous. Montrez-nous. D'accord. Donc c'est tout simplement inspirer par le nez et d'expirer très fort et d'accompagner cette contraction qui est comme une vague. Mais quand on a mal, on oublie cette respiration. C'est pour ça qu'il faut se préparer et s'entraîner. Et c'est du mental en fait. C'est une préparation pas seulement physique mais mentale aussi. Et à côté de cette respiration, on leur donne aussi des outils comme le massage. Donc là, c'est le futur papa qui vont faire des massages. Ça soulage beaucoup. Les futurs papas viennent aussi à la préparation à l'accouchement ? De plus en plus, ça commence. Donc avant, c'était une affaire de femmes. Maintenant, la nouvelle génération commence à s'intéresser. C'est pas encore comme on veut, c'est pas comme dans d'autres pays, mais ça commence à venir en groupe. Comme ils voient qu'il y a un groupe de femmes, on les voit pas tellement, mais quand c'est en individuel, ah oui, là ils sont présents et parfois ils posent plus de questions que la femme. C'est quoi des questions de futurs papas ? Les futurs papas, qu'est-ce que je pourrais faire ? Alors oui, si ma femme va allaiter, moi, qu'est-ce que je pourrais faire avec le bébé ? Le bébé, c'est pas qu'un tube digestif, monsieur. C'est aussi, c'est un être à part entière. On peut le porter, on peut l'habiller, on peut le laver. Donc, il se pose ces questions-là. Comment être, un bon papa, comment aider, toutes ces choses-là. Et aussi, comment aider pendant l'accouchement. Donc, toute cette partie-là, pendant toute la période périnatale, ils se demandent comment ils pourraient, apporter leur plus. Ils se posent pas mal de questions, bien qu'ils soient silencieux, mais une fois qu'ils sont en individuel chez moi dans le cabinet, là, ça y est, ils s'y mettent, ils posent pas mal de questions. Alors, mesdames, on arrive vraiment sur les dernières minutes de notre émission d'aujourd'hui. Je sais que pendant le break, on s'est parlé, on s'est dit, il y a tellement encore de choses à traiter. C'est un très vaste sujet, vieux comme le monde, mais à chaque fois, à travers les différentes saisons de l'émission, on essaye d'apporter des éléments de réponse par rapport à des aspects de ces 9 mois de gestation. Par contre, il y a des choses qui sont très importantes, vous nous disiez, docteur Fasla, en off, c'est qu'il y a quand même des sonnettes d'alarme pour cette future maman, pour aller absolument consulter, ce qui devrait vraiment mettre la puce à l'oreille. Alors déjà, je vais revenir sur le premier trimestre parce que des fois, on a des patientes qui se savent enceintes mais qui n'ont pas encore consulté leur gynécologue, qui n'ont pas encore bénéficié d'échographie. Le message que je voudrais leur transmettre, c'est que si jamais vous avez des douleurs intenses, si vous avez des saignements, si vous avez une fièvre, il faut consulter. Nous, notre grande hantise, ça reste malgré tout la grossesse extra-utérine pendant le premier trimestre. Et tant qu'on n'a pas localisé cette grossesse grâce à une échographie, on n'a pas exclu la grossesse extra-utérine. Qui est dangereuse. Qui est dangereuse et mortelle pour la femme. Parce qu'elle est au niveau des trompes. Elle est à l'extérieur de la cavité utérine et quand elle est au niveau des trompes, c'est source d'hémorragie importante et peut tuer une femme. D'accord. Maintenant, pour les questions qu'on entend souvent, c'est quand est-ce que je dois aller à la maternité ou à la clinique ou aux urgences pour accoucher. Voilà, pour accoucher. Okay. Et on a peur en fait d'y aller pour rien ou d'y aller trop tard. C'est ça. Alors donc, quand c'est une primipare, une femme qui va accoucher pour la première fois, il faut ressentir des contractions régulières et douloureuses toutes les 5 à 10 minutes. Sinon, la perte des os alors, quand on a la perte des os, donc la rupture des membranes, là aussi, il faut y aller. Okay. Ou même si c'est fissuré. Alors, on a toujours l'image on va, comme dans les films... le seau d'eau. C'est pour ça qu'on les prépare aussi, parce qu'on voit beaucoup ça dans les films, et on dit attention, non mais c'est pas que... C'est pas que le seau d'eau, mais ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça, mais ça peut être que juste une fissure. C'est vrai. Et ça, c'est important de consulter. Par contre, on n'a pas besoin d'y aller quand c'est juste le bouchon muqueux, donc c'est un peu des glaires, ça c'est pas trop la peine de se déranger pour aller à la maternité. Mais parfois, il est accompagné de saignements. Alors, les saignements, il vaut mieux y aller. Il vaut mieux. Voilà. C'est souvent rien de grave.
mais ça peut être tellement grave qu'il vaut mieux consulter pour voir que tout va bien. Voilà. Ok. Et puis, parfois, un accouchement peut se déclarer de façon assez particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraction, mais il y a des douleurs au niveau du dos, au niveau du bas du dos. L'utérus, en fait, il est connecté, en fait, si vous voulez, au dos. Et il se contracte. Et l'image que je peux donner à mes patientes, c'est que quand vous avez des douleurs de menstruation, eh ben, on a souvent mal au bas du dos. C'est ça. Eh ben, c'est exactement la même chose. Ce sont des contractions. C'est des douleurs dans le bas du dos, c'est notre ventre qui grossit, qui durcit, et ensuite qui se relâche. Et c'est ça la contraction utérine. Et bien, sur ces doux mots de la contraction, mesdames, on va se quitter. Moi, on n'est pas encore fini avec ce sujet parce qu'on va accueillir bébé dans quelques instants avec Meriem El Hadioui qui est consultante en allaitement et on va parler aussi de cette mise au sein. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement dans notre studio. Docteur Houda Fasla, vous êtes gynécologue à Casablanca et Shema Eslama, vous êtes kinésithérapeute à Rabat. Merci, mesdames. Merci à vous. Quant à moi, donc, je reste avec vous pour accueillir, après ces 9 mois de grossesse, ce beau bébé. À tout de suite. Allaitement, mode d'emploi, on en parle tout de suite avec une consultante, Meriem El Hadioui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consultante en allaitement. D'abord, pour commencer, la question qui revient toujours par rapport à cette thématique, pourquoi l'allaitement? Quelle est son importance et toute son importance? Alors, l'allaitement maternel, vieux comme le monde, j'ai envie de dire, depuis qu'on existe, c'est très important. L'Organisation mondiale de la santé recommande 6 mois d'allaitement exclusif et 2 ans minimum avec une alimentation diversifiée. Ça permet de protéger l'enfant, de construire son système immunitaire, de protéger la maman contre de nombreuses pathologies, de tisser ce lien mère-enfant rapidement, le renforcer. Donc, c'est vraiment le meilleur qu'on puisse donner à nos bébés. Toujours disponible, toujours à la bonne température, sans aucun frais. C'est vrai. Il faut vraiment en profiter. Beaucoup d'avantages. Et aussi une bonne prévention contre le cancer du sein pour les mamans qui allaitent. Tout à fait. Alors, on va y aller étape par étape. La mise au sein, ça devrait démarrer à quel moment? Avec un accouchement normal, pour commencer? Tout de suite. Directement? Directement. C'est-à-dire que dès que le bébé sort, tout de suite, on le met contre la maman et idéalement, ce que recommande encore une fois l'OMS, c'est que le bébé soit mis au sein dans l'heure qui suit sa naissance. D'accord. Pourquoi? Pour justement, lancer la machine, j'ai envie de dire, pour que les hormones se déclenchent, que l'allaitement se mette en place et pour espérer avoir une montée de lait des plus précoces. Mais aussi, dans le but de rassurer le bébé, il faut savoir qu'il était dans un environnement chaud, humide, 37 degrés, pas de lumière. Là, il sort, il doit respirer, il fait froid, il y a beaucoup de lumière, etc. Donc tout de suite, en le mettant contre sa maman, il va être rassuré, il va être bien, il va réguler sa température, son rythme cardiaque va être régulé, sa respiration. Vraiment, c'est pour le mettre dans des bonnes conditions tout de suite. Donc, dans la salle d'accouchement directement? Dans la salle d'accouchement directement. Est-ce que, à travers votre expérience, vous remarquez que ces bébés qui sont mis au sein sur place avec le pot à pot et ceux pour lesquels on prend plus de temps, est-ce qu'il y a une différence en termes est-ce qu'on va dire que c'est des bébés plus calmes, plus sereins ou, au fond, il n'y a pas une grande différence? Non, on voit clairement la différence. Un bébé qui a été gardé en pot à pot contre sa maman dès la naissance, pendant idéalement les 2 heures de surveillance en salle d'accouchement, par exemple. C'est un bébé qui va téter de manière plus sereine, qui va être plus calme, qui ne va pas pleurer parce qu'il n'y aura pas eu cette séparation mère-enfant tout de suite. C'est un bébé qui est resté contre sa maman, donc forcément il est plus calme, plus serein, plus à l'aise. Donc on voit tout de suite la différence entre un bébé qui n'a pas été séparé de sa maman et un bébé qui justement n'a pas eu cette chance. Mais cette pratique de pot à pot, de mise au sein très tôt, très vite, dès l'accouchement, n'est pas vraiment, on va dire, généralisée, commune dans nos pays? Malheureusement, non. C'est une pratique plutôt, on va dire, occidentale. Tout à fait.
Tout à fait. Mais on essaye. On essaye. Il faut vraiment qu'on arrive à ce même niveau, j'ai envie de dire, parce que c'est très important et rien ne nous en empêche. C'est vraiment ça. On n'a pas besoin d'équipement, de salles spéciales, etc. Donc vraiment, on a besoin de quoi? De prise de conscience? Prise de conscience, d'information et de formation. Que les mamans soient informées, que le personnel paramédical soit formé. Et c'est tout. Je veux dire, c'est vraiment très facile. On sort le bébé, on le met contre sa maman. Donc ça demande vraiment rien. Il faut le couvrir? Alors oui, on va le couvrir. Déjà contre sa maman, il va se réchauffer, mais bien sûr, on met une petite couverture ou un drap en fonction des saisons pour couvrir la maman et son bébé. Et son bébé, ok. Cette mise au sein, vous l'avez dit, très vite, juste après, on va dire, l'expulsion du bébé du ventre de sa maman. C'est pas très joli comme terme, expulsion, ça fait sortir très vite. C'est ça. Alors, cette mise au sein, elle est quand même pas aussi, même si c'est vieux comme le monde, ce n'est pas aussi facile que ça, parce que les mamans ne savent pas vraiment comment s'y prendre, mettre ce petit être contre soi, l'allaiter, il y a les crevasses, il y a tout ce qui en résulte. Alors, quelle est la meilleure manière d'allaiter son bébé? Alors, c'est vrai que c'est vieux comme le monde, mais c'est pas si évident que ça. C'est vrai que de nos jours, la femme a fait ses études, très souvent a quitté la maison de ses parents rapidement, est allée faire ses études à l'étranger, n'a pas eu, disons, l'occasion de voir d'autres bébés, d'autres femmes allaiter autour d'elle, contrairement à plusieurs années où on avait sa maman qui allaitait encore le petit frère ou la voisine ou une tante, etc. Là, très souvent, quand une maman a son premier bébé, c'est quasiment le premier bébé qu'elle va prendre dans ses bras, bien sûr le premier bébé qu'elle va allaiter. Donc pour une mise au sein réussie, il faut vraiment avoir la bonne position, la façon comment elle va tenir son bébé. Son bébé doit être vraiment proche d'elle, il doit être allongé sur le côté, non pas sur le dos, contre elle. Il faut s'assurer que le bébé ouvre grand la bouche. Et comment on fait? On le stimule, voilà. La maman peut mettre son mamelon au niveau du nez du bébé, contrairement au niveau de sa bouche. C'est ce qu'on voit, on se dit, je veux que le bébé mette mon mamelon dans sa bouche, je vais lui mettre près de sa bouche. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut lui mettre au niveau de son nez et faire des petits allers-retours en fait entre le nez et sa lèvre supérieure. Par réflexe, le bébé va mettre sa tête légèrement en arrière, va ouvrir grand la bouche et va avoir une meilleure mise en bouche, j'ai envie de dire, du sein de sa maman. D'accord. Et on entend qu'il faut permuter, alterner entre les deux seins, 10 minutes de chaque côté. Est-ce que c'est un mythe ou vous le confirmez? Alors, j'ai envie de dire, au début, quand la maman vient d'accoucher, c'est important qu'elle alterne entre les deux seins, tout simplement pour stimuler les deux seins de la même manière. Une fois que la montée de lait est là, encore une fois, on va alterner pour que la maman soit soulagée, parce qu'avec la montée de lait, très souvent, c'est douloureux, les seins deviennent très durs, donc elle a besoin de se soulager pareillement des deux côtés. Mais une fois que j'ai envie de dire que cette première montée de lait s'est un petit peu calmée, la maman va proposer un sein, laisser bébé téter sur un sein jusqu'à ce qu'elle sente que ce sein est vide. Alors un sein n'est jamais vide, mais disons qu'elle va sentir la différence entre un sein qui a été tété et un sein qui est, plus léger, qui est plein. Voilà. Ensuite, elle fera l'euro à son bébé. Si ce bébé a encore faim, elle peut lui proposer le deuxième sein. Si ce bébé est rassasié, endormi, on laissera le sein pour la prochaine tétée. Donc, mais si l'autre sein est vraiment engorgé? Alors, s'il est vraiment engorgé, ce qu'elle peut faire, c'est le masser. Alors, juste à la main, sans utiliser de tire-lait, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'elle va surstimuler et il va se réengorger avant que le bébé ne se réveille. Donc, juste à la main ou en mettant des serviettes, des compresses chaudes sur son sein et masser pour drainer un petit peu de lait pour assouplir ce sein et pouvoir patienter jusqu'à la prochaine tétée. Ok, alors vous avez parlé, Maryam, de montée de lait. C'est, on va dire, un état qui n'est pas agréable à vivre. Certaines mamans, jeunes mamans, vont même faire une montée de température. C'est normal? C'est tout à fait normal. En fait, après l'expulsion du placenta, donc il y a une chute des hormones, d'autres hormones qui prennent la relève, et donc on a ce qu'on appelle cette montée de lait, qui n'est pas forcément agréable chez tout le monde, mais c'est normal. Je veux dire, c'est un passage quasi obligatoire. La maman doit absolument mettre son bébé au sein, c'est ce qui va la soulager. Malheureusement, certaines fois, on entend des mamans qui disent « non, ça fait trop mal, je vais attendre que ça passe », ça ne passera pas tout seul. Il faut que le bébé draine les seins de sa maman. Quand c'est vraiment trop douloureux, ce que je leur propose très souvent, c'est de prendre une douche bien chaude et sous la douche, vraiment masser les seins pour, encore une fois, drainer le lait et qu'elle ait moins mal. Et dès qu'elle sort de la douche,
mettre son bébé au sein. Vu que le corps est chaud, le lait coule facilement et elle verra une nette différence. D'accord. Alors ça, c'est pour l'accouchement naturel. Tout à fait. Maintenant, pour un accouchement par césarienne, est-ce que, on va dire, le processus est différent? Alors, légèrement différent, pour la simple et bonne raison que dans la majorité des cas, malheureusement, cette première tétée n'aura pas lieu au bloc. Pour des raisons techniques, j'ai envie de dire, il fait assez froid au bloc. La maman ne va pas rester 2 heures au bloc, elle va rester le temps que la césarienne soit terminée, puis elle va être transférée en salle de réveil. Alors, vous allez me dire, on pourrait faire tout ça en salle de réveil, mais moi je trouve que ce n'est pas un endroit très intime parce qu'en salle de réveil, il y a plusieurs autres patients, patientes. Donc ce qu'on fait, en tout cas à la clinique où j'exerce, c'est qu'après les 2 heures de surveillance, on accueille la maman dans sa chambre avec son bébé. Et on fait comme si elle venait d'accoucher et on va lui mettre son bébé en peau à peau, mettre le bébé au sein. Donc au lieu qu'il soit allaité tout de suite, ça va être 2 heures après sa naissance. Ok, mais vous m'avez dit quand même, vous essayez aussi de faire un mini pot à pot au bloc. Tout à fait. Tout à fait, on essaie de faire un mini pot à pot au bloc et c'est en projet pour faire un grand pot à pot au bloc maintenant. On va essayer de voir comment on peut s'organiser, au moins que ce premier pot à pot dure au moins une trentaine de minutes, parce que la césarienne, dans sa globalité, c'est à peu près le temps que ça prend, le temps de sortir le bébé, de refermer ce qu'il y a à fermer, etc. Donc, c'est le but. Donc ça, c'est pour, on va dire, les premières tétées, la montée de lait et les crevasses. Alors, les crevasses, 99% des crevasses sont dues à une mauvaise position. Du bébé. Du bébé sur le sein de sa maman. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, c'est très important que la maman fasse attention à cette position dès le début. Surtout pour les mamans justement en césarienne qui vont rester allongées pendant plusieurs heures. Oui. Donc c'est pas évident de mettre un bébé au sein dans cette position, mais c'est tout à fait possible et c'est très important. La maman ne doit pas avoir mal. Une mise au sein n'est pas douloureuse. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Mais pourquoi ça l'est justement? C'est parce qu'on n'a pas les bons gestes? C'est ça. C'est ce qu'on n'a pas les bons gestes et la position. Dès que la position est mauvaise, il suffit que le bébé tire sur le mamelon, que sa bouche ne soit pas bien ouverte. Donc en fait, il pince sa maman au lieu de téter correctement. Donc ça fait mal et très rapidement, la peau du mamelon est très très sensible, très fine. Donc rapidement, on se retrouve avec des crevasses. Et comment on peut soulager ça? Alors pour soulager ça, on peut utiliser le lait en fait, de la maman. Après chaque tétée, moi je conseille aux mamans d'exprimer un petit peu de lait avec leurs mains et de masser le mamelon avec son propre lait. Donc, vous le conseillez parce qu'on en entend parler? On se dit, est-ce que c'est des recettes de grand-mère? Non, c'est des recettes de grand-mère, mais qui marchent. Mais qui marchent bien. Et puis, ensuite, laisser justement ce mamelon sécher à l'air libre et ensuite appliquer une crème hydratante, surtout à base de lanoline, sur le mamelon et ça va passer. Mais, très important, c'est de corriger la position parce qu'on peut mettre du lait, des crèmes, etc., de l'huile, tout ce qu'on entend. Mais si la position n'est pas corrigée, ça n'ira jamais mieux. Alors, je vais vous poser cette question, cette éternelle question de est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a bien tété? Parce que quand on donne le biberon, les doses sont visibles. Par contre, lorsqu'on allaite, on ne sait pas si le bébé a bien tété, s'il n'a plus faim, il continue à pleurer, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on lui redonne encore est-ce qu'on continue à l'allaiter ou normalement il a passé une demi-heure sur chaque sein, ça devrait être suffisant. Donc, comment ces futures mamans, surtout, peuvent avoir ce baromètre de satiété chez le bébé? D'accord. Alors, il faut savoir qu'un bébé qui pleure n'a pas forcément faim. Si c'est un bébé qui n'est pas allaité, qui ne prend que le biberon, on va pas autant se poser cette question qu'un bébé au sein, comme vous l'avez dit, parce qu'on n'a pas justement cette quantité. Quand vous mettez votre bébé au sein, que vous voyez qu'il tète, on l'entend avaler. C'est-à-dire que la maman peut se baisser un petit peu sur son bébé, elle va l'entendre avaler. On voit que ces mouvements de tétée sont vraiment profonds. Ce sont des suctions lentes et longues. On comprend que c'est un bébé qui mange. Okay. D'accord ? Ensuite, vous avez les couches. Les couches du bébé vont vraiment être un baromètre pour les mamans. À partir de la première semaine, on va demander à la maman de surveiller est-ce que le bébé est entre 4 et 6 couches mouillée, donc d'urine, lourde par 24 heures. D'accord ? Si vous avez ça, c'est que c'est un bébé déjà qui mange. Si ces couches sont sèches, c'est que forcément il y a un problème. D'accord. D'accord ? Ensuite, quand le bébé pleure,
essayez de voir, est-ce que... Alors, il y a les coliques, il y a un bébé qui veut tout simplement être contre sa maman. La maman, quand elle va prendre son bébé, le mettre contre elle, si c'est un bébé qui se calme immédiatement, c'est qu'il avait juste simplement besoin d'être rassuré, porté, d'avoir besoin d'un gros câlin. Voilà, si elle le prend et qu'il fait vraiment des mouvements avec sa bouche, à mettre ses poings dans sa bouche, à chercher, on a compris qu'il a encore faim et il ne faut pas hésiter à le remettre au sein. Il faut savoir que le lait maternel se digère en 20 minutes. D'accord. Donc, 20 minutes plus tard, il peut encore avoir faim. Mais qu'est-ce qu'il faut 20 minutes plus tard lui redonner à manger? Parce que par exemple, avec le biberon, il y a les fameuses durées 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Est-ce qu'avec l'allaitement maternel, naturel, c'est à la demande? Oui, ça ne s'applique absolument pas. D'ailleurs, essayez de faire patienter un bébé allaité pendant 3 heures. S'il a faim, il va juste pleurer, hurler pendant 3 heures, ça ne va rien résoudre du tout. Ça ne va pas le régler? Non, pas du tout. Ah non, on ne peut absolument pas régler un bébé, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Un bébé, s'il a faim, il faut lui donner à manger. Cette prochaine tétée peut-être ne durera que 10 minutes et il va peut-être s'endormir pour 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Donc, chercher à le faire patienter pendant 1 heure pour arriver justement à ces 3 heures ne va absolument rien régler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la faim chez un nouveau-né est une douleur. D'accord. Donc c'est un bébé qui a mal. Il ne sait pas qu'il a faim, il a mal. Donc quand on a cette image en tête, on se dit il a mal et je suis en train de lui dire ça va aller. C'est ça. Mais en même temps, quand on dit à la maman vous devez allaiter, ou l'idéal c'est d'allaiter pendant 6 mois exclusivement, 6 mois être à la demande, enfin à la merci des cris du bébé, surtout lorsqu'au bout de 3 mois et 10 jours, on doit reprendre le travail. C'est pas facile, c'est pas évident en fait. Alors on a cette image qui est un peu fausse d'ailleurs, un bébé allaité qui ne va jamais faire ses nuits, qui va demander à manger toutes les heures, qui va vouloir être dans les bras en permanence, etc. C'est faux. Qu'il soit allaité ou au biberon, je peux vous assurer que les 2 cas de figure existent. De par mon expérience, je connais des centaines de bébés allaités exclusivement au sein qui ont fait leur nuit dès leur premier mois de vie et des bébés qui n'ont, entre guillemets, jamais vu le sein de leur mère et qui ont 1 an, 18 mois, 2 ans et qui ne font toujours pas leur nuit. Ça n'a absolument rien à voir. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas régler un bébé, mais par contre, le bébé peut se régler lui-même. D'accord ? Il peut, au démarrage, demander à téter toutes les heures, toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes. Et puis, au bout de la première semaine, 10 jours, 15 jours, 1 mois, tout seul, il va se mettre à réclamer toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, etc. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un maximum de patience et surtout ne pas angoisser pour ne pas transmettre tout ça à son bébé. La patience, ne pas s'angoisser et se faire confiance. Et lui faire confiance ? Aussi. Quand on est fatigué, c'est dur. Et quand on manque de sommeil, c'est pas évident. Tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord. Mais beaucoup de courage pour les jeunes parents et les jeunes mamans qui sont avec nous ce matin. Madame Hadioui, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Médiane TV. Consultante en allaitement, on peut bien sûr revoir votre intervention sur notre site medianetv.com. Une émission entièrement consacrée à la grossesse, à l'accouchement et à l'allaitement. C'était notre 11 dit tout d'aujourd'hui. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous et à très vite. Merci.